Un enfant handicapé a été poussé sur le quai, son billet dessiné à la main déchiré au pied d'un contrôleur. Tout le monde a détourné le regard, personne ne voulant s'attirer des ennuis. Mais alors, un millionnaire est descendu du train, s'est penché pour ramasser le sac à dos en lambeaux et a demandé froidement « Avez-vous poussé un enfant handicapé à cause de ce bout de papier ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le train n'était même pas encore arrivé, et la confrontation avait déjà commencé. C'était un matin brumeux à la gare d'Asheville. La faible lumière du soleil matinal ne parvenait pas à percer l'épais brouillard, laissant le quai humide et froid. Des gens se tenaient dispersés çà et là. À l'extrémité du quai, un jeune garçon luttait pour pousser son fauteuil roulant sur une petite rampe en bois menant à une zone couverte. Les roues crissaient doucement à cause du sable et de la boue coincée dans les cieux. Le garçon, âgé d'environ 8 ans, avait le visage barbouillé, un pull trop grand pour lui, et serrait dans sa main gauche un sac à dos en toile usée dont une sangle était déchirée. Il s'appelait Samuel. Il ne parlait à personne, se contentant de fixer les rails, comme si une observation assez longue pouvait faire apparaître le train et l'emmener là où il devait aller. Dans sa poche se trouvait un morceau de papier soigneusement plié. C'était la seule chose qu'il pouvait appeler un billet de train. La veille, il l'avait dessiné avec un crayon emprunté à l'orphelinat. Il ne savait pas à quoi ressemblait un vrai billet, mais il se souvenait que la dernière fois que sa mère l'avait emmené en train, elle tenait un papier similaire. Alors, il s'en était fabriqué un. Alors qu'il atteignait presque l'entrée de la gare, une voix retentit derrière lui « Gamin !» Il se retourna. Un homme en uniforme de la gare marchait vers lui. Il avait environ 50 ans, était grand, large d'épaules, et portait un bâton de signalisation. Ses petits yeux étaient rouges et larmoyants à cause de la fumée de cigarette. Sur sa poitrine, une plaque nominative indiquait « Karl ». Karl n'attendit pas que Samuel réponde. Il s'approcha, se pencha et arracha le papier des mains du garçon. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu crois faire ici, hein ?» Samuel tenta de répondre, sa voix faible, rauque et tremblante. « Je veux juste monter dans le train. J'ai un billet. » Karl leva le papier devant lui, plissant les yeux devant les dessins brouillons, puis laissa échapper un rire sec, un rire dénué de toute once d'humour. « Ça, un billet ?» Il déchira le papier en deux et le jeta sur le sol en ciment. « Tu ne devrais pas être ici, gamin. Cet endroit n'est pas pour toi. » Quelques personnes se tournèrent pour regarder. Un jeune homme fit un pas en avant, puis hésita, choisissant de se détourner. Une femme protégea doucement les yeux de sa fille. Personne ne dit rien. Karl passa derrière le fauteuil roulant, posa ses mains sur les poignets et le poussa brutalement. « Allez, dégage. Tu n'as rien à faire ici. » Le fauteuil roulant se prit dans le bord d'une marche et bascula. Samuel perdit l'équilibre et tomba en avant, son genou gauche heurtant le quai. Il se recroquevilla, tenant sa jambe, tremblant en silence. Pas un cri, juste de petits sanglots étouffés. Karl recula en secouant la tête. « Tu me fais perdre mon temps. » À cet instant, une silhouette descendit du premier wagon du train qui venait d'arriver. Il portait un manteau en laine couleur charbon et un fedora gris à large bord. Une valise en cuir marron pendait à sa main. Sa démarche était lente mais résolue. Personne ne le remarqua jusqu'à ce qu'une voix profonde retentisse, claire comme le cristal. « Qu'est-ce que vous venez de faire à cet enfant ?» Karl se retourna. Face à lui se tenait James Whitmore, 45 ans, président d'un célèbre groupe d'investissement, bien qu'à ce moment-là, personne ne le reconnut sous son manteau couvert de poussière. Karl haussa un sourcil. « Qui demande ça ?» James ne répondit pas. Il s'approcha lentement, posa sa valise à côté de Samuel, puis se pencha, plaçant doucement une main sur l'épaule du garçon. « Est-ce que ça va ?» Samuel leva les yeux, hocha la tête, mais ne dit rien. James se retourna, son regard aussi froid que l'acier. « Vous avez poussé un enfant handicapé au milieu de la gare et vous pensez que personne n'a besoin d'une explication. » Karl projeta le menton en avant. « Pas de billet, pas de train. Le règlement, c'est le règlement. Je ne fais que mon travail. » « Mais aviez-vous vraiment besoin de blesser le garçon comme ça ?» demanda James, ses yeux ne quittant jamais Karl. Ce dernier esquissa un léger sourire en haussant les épaules. « Je n'ai fait que ce que je devais faire, monsieur. » James ne répondit pas. Il se retourna, ramassa le sac à dos déchiré de Samuel et aida le garçon à remonter dans son fauteuil roulant. Sa main resta posée sur l'épaule de Samuel, comme pour le protéger du monde. Il n'eut pas besoin de dire plus. Le silence était assez lourd pour faire reculer Karl.
James poussa tranquillement le fauteuil roulant loin de la zone d'attente. Les passagers, qui quelques instants auparavant étaient restés indifférents, commencèrent à murmurer et à chuchoter, mais personne n'osa les arrêter alors qu'ils traversaient le passage carrelé. Samuel leva les yeux. « Qui êtes-vous, monsieur ?» James sourit très légèrement. « Je suis juste quelqu'un qui ne supporte pas de voir un enfant traité comme un déchet. » Samuel ne comprit pas entièrement la phrase, mais il sentit une chose. La main de l'homme était chaude, et personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. James poussa le fauteuil roulant à travers la porte, dans la salle d'attente. Karl suivait, marmonnant encore quelque chose, mais n'osant pas s'approcher davantage. Il s'arrêta à l'entrée, attendant que quelqu'un ordonne l'expulsion de l'étrange visiteur. Mais personne ne parla. Un jeune agent au guichet jeta un coup d'œil à la scène, puis tourna tranquillement le dos. James ne prêta pas attention aux regards environnants. Il emmena Samuel dans la salle d'attente, trouva un vieux fauteuil en cuir près de la fenêtre, y installa le garçon, puis s'accroupit devant lui. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix douce mais claire. « Samuel » répondit le garçon en évitant son regard. « Y a-t-il quelqu'un avec toi » Samuel secoua la tête. Après un moment de silence, il ajouta « Je me suis enfui de l'orphelinat en banlieue. Mon petit frère est sur le point d'être adopté dans un autre état. Si je ne le trouve pas maintenant, je ne le reverrai peut-être jamais. » James ne dit rien tout de suite. Il regarda les petites mains agrippées à l'accoudoir du fauteuil. Ses ongles étaient sales, avec quelques vieilles éraflures. Sa main droite tremblait légèrement, non pas de froid, mais de peur. Dehors, une sirène de police retentit. Un officier en uniforme apparut, marchant droit vers la salle d'attente. C'était Karl qui l'avait appelé. « Bonjour, monsieur » dit l'officier, ses yeux scrutateurs. « Nous avons reçu un signalement d'une altercation à la gare. » James se leva. Il n'éleva pas la voix et ne montra aucun agacement. « Rien de grave, agent. Juste un homme qui a poussé un enfant handicapé. Je ne pense pas que cela nécessite d'être répété. » Le policier regarda Samuel, puis Karl, qui essayait de paraître calme. « L'enfant est-il blessé ?» « Genou éraflé, » dit James, « mais ce n'est pas le plus gros problème. » L'officier griffonna quelques lignes. Il ne semblait pas vouloir causer de problème. Finalement, il conclut, « S'il n'y a pas d'acte d'agression manifeste, je ne peux pas rédiger de rapport. J'espère que vous comprenez. » James hocha la tête, nullement contrarié. « Compris, merci, agent. » La police partit, et Karl suivit, n'osant pas jeter un regard en arrière. Seuls Samuel et James restèrent dans la salle d'attente. Aucun ne parla pendant un long moment. Puis James se leva et demanda doucement, « As-tu faim » Samuel hocha la tête. James sourit légèrement. Il posa une main sur l'épaule du garçon et dit, « Alors je pense que je devrais t'emmener un peu hors d'ici. » Une Lexus grise argentée était garée près de la sortie de la gare. James ouvrit la portière arrière, aidant Samuel à monter. Le garçon ne dit rien, se contentant de regarder par la fenêtre. Il y avait encore du brouillard, et la vitre était striée de condensation. Le chauffeur ne posa aucune question en voyant James aider un enfant à monter dans la voiture. Il hocha simplement légèrement la tête, puis quitta la gare. Sur le chemin du retour à l'hôtel, James resta silencieux. Il regardait le garçon à côté de lui, mince, légèrement voûté, avec des cernes sous les yeux dus au manque de sommeil, mais avec une étincelle difficile à expliquer dans le regard. Une étincelle qu'il avait autrefois vue dans le miroir, de nombreuses années auparavant. L'esprit de James dériva. Quand il avait 10 ans, également dans une gare de la région centrale, il s'était tenu seul dans le vent froid, sans billet, sans famille, sans personne pour l'attendre. Il se souvenait d'avoir tendu la main pour supplier un employé du train de le laisser monter. En retour, un ferme hochement de tête et la porte se refermant. Il ne se souvenait pas du visage de l'homme, mais il se souvenait très clairement des mots « Ce train n'est pas pour les gens de ton espèce ». James avait survécu. Il s'était sorti de la pauvreté, construisant son empire à partir de rien. Mais quelque part dans le passé, il avait juré qu'il ne laisserait aucun autre enfant être abandonné comme il l'avait été. Et puis, il avait oublié ce serment. Combien d'années s'étaient écoulées ? 20 ? 30 ? Samuel tourna son visage vers lui, comme s'il sentait quelque chose. « Que faites-vous dans la vie, monsieur ?» James hésita un instant, puis répondit, « J'investis dans les choses qui ont besoin de changer. » Le garçon ne comprit pas, mais ne posa pas d'autres questions. La voiture s'arrêta devant un hôtel à l'ancienne, en briques rouges, avec un toit élevé, situé près du centre-ville.
Le portier se précipita pour ouvrir la portière, les yeux écarquillés en voyant James porter un enfant handicapé. Préparez une petite chambre à côté de la mienne. Appelez un médecin immédiatement, ordonna James. Samuel fut emmené dans une chambre calme, avec des draps blancs et des lumières jaunes et chaudes. Le médecin arriva une demi-heure plus tard, nettoya la plaie et pansa son genou. Rien de grave. Ensuite, Samuel mangea un bol de soupe chaude et quelques tranches de pain beurré. Il mangea lentement, n'osant pas en prendre beaucoup, comme s'il craignait qu'on le lui enlève. James ne dit rien, s'asseyant simplement en face de lui et observant. Après le repas, lorsque Samuel s'était endormi dans le lit, James sortit sur le balcon, téléphone à la main. « Will, dit-il à son assistant à l'autre bout du fil, je veux que vous meniez une enquête approfondie sur toutes les opérations de la gare d'Asheville. Plus précisément, je veux tout savoir sur un homme nommé Carl qui y travaille. »« Oui, monsieur. Y a-t-il un délai ? » ?»« Le plus tôt possible. Et Will, s'il vous plaît, trouvez-moi les archives de l'orphelinat en périphérie de la ville. » « Comment s'appelait-il déjà ? » ?»« Sinclair. »« Compris. » James raccrocha. Il s'assit dans le fauteuil, sortit son portefeuille. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie, lui-même à 10 ans, debout sur un quai délabré, les vêtements déchirés, les yeux levés. Cette photo était un rappel de là où il avait commencé, et de ce qu'il avait oublié toute sa vie. Il commença à pleuvoir légèrement le soir. La pluie n'était pas assez forte pour inonder les rues, mais juste assez pour tout rendre plus froid. Samuel était assis sur le fauteuil rembourré près de la fenêtre de la chambre d'hôtel. Il portait le pull propre que James avait demandé au personnel de préparer, tenant une tasse de lait chaud. James était assis en face, coupant du bœuf tout en le regardant. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis leur départ de la gare. « Goûte ça, le chef ici fait une délicieuse sauce au poivre, » dit James, essayant de garder sa voix légère. Samuel hocha la tête en silence, prit un morceau et le mâcha lentement. Après le dîner, James débarrassa les assiettes, plaçant le plateau devant la porte. Quand il se retourna, Samuel regardait ses pieds, le regard pensif. « Monsieur James » appela-t-il doucement. « Oui ? Puis-je vous demander quelque chose ?»« Vas-y » Samuel leva les yeux. « Croyez-vous aux accidents ?» James marqua une pause de quelques secondes. Il ne comprenait pas tout à fait ce que le garçon voulait dire, mais il hocha la tête. « Oui, bien que je n'aime pas y penser. » Samuel baissa la tête. « Un accident a tué mes parents. J'étais petit, je ne me souviens pas de tout. Juste d'un bruit très fort, puis de la fumée, puis du froid. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. » James ne dit rien, il attendit. Ils ont dit que le train avait déraillé, mais à l'orphelinat, un professeur a dit que c'était parce que les rails étaient défectueux. Quelqu'un le savait à l'avance, mais ne les a pas réparés. « Te souviens-tu quand c'est arrivé ?» demanda James, essayant de garder sa voix calme. « Il y a environ 3 ans. » La pièce sembla soudain plus froide. James s'assit dans le fauteuil, se penchant légèrement en avant. « Quels étaient les noms complets de tes parents ? » William et Teresa. Leur nom de famille était Cooper. James hocha légèrement la tête. Il remercia Samuel, puis lui dit d'aller se reposer dans sa chambre. Samuel ne posa plus de questions, roulant silencieusement son fauteuil roulant dans la petite chambre voisine. La porte se referma doucement. Au milieu de la nuit, James ne put dormir. Il était assis au bureau de sa chambre, la lumière jaune éclairant les vieux dossiers qu'il venait de demander à son assistant de lui apporter en urgence. Un dossier portait une étiquette rouge, accident ligne 13, zone sud. Date, il y a 3 ans. Lieu, près de la ville de Bell Ridge, à environ 145 km d'Asheville. Il ouvrit le dossier. Le rapport technique indiquait clairement que l'incident avait été causé par la déformation thermique d'une section de rail ancienne qui n'avait pas été remplacée à temps. L'inspecteur de la zone l'avait signalé à la direction, mais la décision de réparer avait été retardée pour réduire les coûts. Le rapport proposé était signé par la branche sud de Whitmore Logistique. À l'époque, James était encore aux commandes. Il se souvint qu'à ce moment-là, il se préparait à vendre toute la ligne ferroviaire du Sud à un autre partenaire. Il avait signé des documents pour suspendre temporairement les investissements de maintenance non essentiels afin d'optimiser les profits avant le transfert. Les mots étaient secs, froids, mais en dessous se trouvait une liste de victimes. James fit glisser sa main sur les 4e et 5e lignes, William Cooper, Teresa Cooper. Décédés sur les lieux. 2 jeunes enfants ont survécu, l'un grièvement blessé. Sa main se crispa, les veines saillantes sur le dos de sa main.
Son cœur battait lentement, un battement à la fois, comme s'il était compressé. Il était l'une des personnes qui avait pris la décision de suspendre temporairement les réparations. Pas directement, mais il ne pouvait nier son rôle. Sa décision n'était pas destinée à tuer qui que ce soit, mais les conséquences étaient claires. Samuel était orphelin, vivant dans un camp, essayant maintenant de retrouver son frère. Et il avait tout oublié. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il se souvenait de ce qu'il avait enfoui au plus profond de son cœur. Regardant la porte de la chambre où dormait Samuel, il tira lentement le rideau. Il sentait qu'il devait rendre quelque chose qu'il avait involontairement pris. Pas avec des excuses, mais avec des actes. Cette nuit-là, James ne dormit pas. Après s'être assuré que Samuel dormait profondément dans la chambre voisine, il enfila un manteau épais, prit le téléphone et appela Frank, son avocat privé et le conseiller stratégique en qui il avait le plus confiance depuis 10 ans. « Retrouve-moi au coin de Main Street, derrière la gare d'Asheville, dans une demi-heure. » Frank arriva à l'heure, comme d'habitude. Il portait des vêtements sombres et des lunettes sans verre pour dissimuler son regard habituellement perçant. Ils ne dirent pas grand-chose, se saluant d'un regard avant de longer le sentier étroit derrière la zone des anciens entrepôts de la gare. La nuit, le quai était vide, mais pas complètement silencieux. On entendait le cliquetis de vieux wagons de marchandises, le sifflet lointain d'un train et même le faible rire du personnel de nuit s'échappant d'une pièce éclairée par de faibles lumières jaunes. James et Frank se tinrent derrière une vitre brisée, observant la scène à l'intérieur de la salle du personnel. 3 personnes jouaient aux cartes. Une femme plus âgée était assise dans un coin, buvant du café, sans participer. Au milieu de la pièce, Carl, toujours habillé comme dans la journée, racontait bruyamment une histoire. « Il m'a regardé comme si j'avais tué quelqu'un, juste parce que j'ai viré un gosse estropié sans billet. Merde, ils devraient savoir où est leur place. » Toute la table éclata de rire. La femme dans le coin baissa la tête, évitant les regards. James serra les poings dans ses poches. Frank prit secrètement quelques photos avec son téléphone, sans rien dire. Environ une demi-heure plus tard, ils quittèrent tranquillement la zone arrière et contournèrent la gare jusqu'à l'avant, où les lampadaires éclairaient le quai rendu glissant par l'humidité. Une femme âgée se tenait près du guichet, la main tremblante en tenant un billet de 5 $. Elle demanda au préposé au comptoir, un jeune homme à la coupe en brosse, qu'elle voulait acheter un billet pour l'État de l'Est pour la semaine suivante. Il la regarda, puis le billet. Pas assez. Le tarif minimum est maintenant de 8 $. Avez-vous une carte? J'ai un certificat de retraité? Pas de carte, pas de billet, l'interrompit-il, déchirant un bordereau préimprimé et la repoussant de la fenêtre. James s'approcha, mais Frank lui tira doucement le bras. Attends. Juste à ce moment-là, un jeune homme noir en veste en jean entra. Il demanda à imprimer un billet électronique pré-réservé. L'employé regarda son nom en fronçant les sourcils. Votre commande a été annulée. Erreur système. Gérez ça en ligne vous-même. J'ai déjà payé, rétorqua le jeune homme. J'ai un code QR. Une erreur est une erreur. Ça ne nous concerne pas, coupa l'employé, la voix plate. Le jeune homme hésita un instant, puis partit en silence. Frank murmura, il avait une commande valide. J'ai vu le code de réservation apparaître correctement sur le système du guichet. James regarda Frank dans les yeux. Il filtre les gens comme dans les années 1930. Frank hocha la tête. Carl n'est pas seul. Je viens de faire une vérification rapide. Le superviseur régional pour la zone sud est Miller Doyle, et c'est le beau-frère de Carl. Les données peuvent-elles être récupérées? J'aurai une copie de leur accord de parrainage avec le Conseil régional des chemins de fer d'ici demain matin. James resta silencieux un long moment, son regard fixé sur le quai vide où une pancarte indiquait « Tarif réduit pour les personnes âgées temporairement suspendues ». Ils retournèrent à l'hôtel vers minuit. James enleva son manteau et le suspendit à un cintre en bois. Il se versa un verre d'eau et sortit sur le balcon du 2e étage. Une douce brise soufflait, faisant bruisser les feuilles du vieil amandier. À l'intérieur, il entendit le faible bruit d'un fauteuil roulant. Samuel ouvrit doucement la porte de sa chambre, les cheveux en désordre, se frottant les yeux. « Je vous ai entendu au téléphone, » dit-il, la voix endormie. « Vous avez dit que vous alliez racheter toute la ligne de chemin de fer. » James ne répondit pas immédiatement. Samuel s'approcha, les yeux encore lourds de sommeil. « Êtes-vous le patron? Alors, pouvez-vous virer tous les méchants qui harcèlent tout le monde? » James regarda le garçon, comme s'il se voyait plus jeune. « J'essaie de faire ce qui est juste, mais cela doit être fait de la bonne manière.
Je n'y connais rien, mais je vous fais confiance. » Cette phrase réchauffa le cœur de James, et il sourit. Il s'agenouilla à hauteur des yeux de Samuel. « Je ne veux pas faire de promesses pour ensuite la rompre, mais si je peux le faire, j'irai jusqu'au bout. Me fais-tu confiance ?» Samuel resta silencieux quelques secondes, puis hocha la tête. Cette nuit-là, James écrivit une lettre au conseil d'administration interne de son ancienne entreprise, ceux qui avaient vendu la ligne ferroviaire régionale du Sud sur sa suggestion. Dans la lettre, il écrivit clairement « Le système est pourri. J'ai cru un temps y avoir échappé en vendant les parties que je ne voulais pas garder, mais la vérité est que je n'y ai jamais échappé. Je reviens, non pas pour la réputation, mais pour un enfant. Un enfant qui n'a plus personne à ses côtés à part moi. Et pour beaucoup d'autres personnes vulnérables qui sont opprimées injustement. Je vais lancer un audit inopiné. Toute personne qui ne sera pas transparente partira. » James plia la lettre et la plaça dans une enveloppe scellée. Demain, tout commencerait à bouger. Non pas avec des discours, mais avec des actions concrètes, de l'intérieur, brique par brique. Le lendemain matin, le temps était frais, des nuages bas s'accrochaient aux collines lointaines, et une douce brise bruissait dans les champs d'herbe dorés le long de la route menant à la banlieue. La Lexus argentée tourna lentement sur le chemin de terre caouteux menant à l'orphelinat Saint-Clair, où Samuel avait vécu les 3 dernières années. Samuel ne dit pas grand-chose pendant le trajet. Il était simplement assis près de la fenêtre, agrippant la sangle de son vieux sac à dos. À chaque cahot de la voiture, son corps se contractait instinctivement. James n'engagea pas non plus la conversation. Il comprenait que tous les silences n'avaient pas besoin d'être rompus. Le bâtiment principal de l'orphelinat apparut après un virage, une maison en briques grises de 3 étages avec un vieux toit en tuiles couvertes de mousse et des fenêtres en verre dépoli. La cour avant était couverte de gravier. Quelques enfants étaient accroupis, jouant avec des pierres, tandis que d'autres faisaient la queue sous le porche pour recevoir leur petit déjeuner. Personne ne riait, personne ne parlait fort. Chaque son semblait filtré par une épaisse couche de lassitude. Samuel murmura doucement, « Ils appellent cet endroit une maison, mais je ne m'y suis jamais senti au chaud. » James hocha légèrement la tête, sans répondre. Madame Ruth, la directrice de l'orphelinat, les accueillit à la porte. Elle avait environ 60 ans, était mince, les cheveux attachés en arrière par un tissu gris. Elle portait un pull à col roulé et une longue jupe marron, des chaussures à talons bas, et son visage était marqué par les épreuves, mais pas froid. « Je me souviens de Samuel, » dit-elle en regardant le garçon avec une tension non dissimulée. Le garçon est parti sans un mot. « Je dois trouver mon frère, » intervint Samuel, la voix faible. « Tu n'es pas le premier à t'enfuir et à revenir, » continua-t-elle, « mais peut-être le premier à revenir non pas par peur. » James lui tendit la main. « Je suis James Whitmore. Je l'ai amené ici pour rencontrer un vieil ami et recueillir quelques informations. » Madame Ruth lui serra la main, une poignée légère. « Nous sommes heureux de vous aider. » Ils entrèrent. L'intérieur de l'orphelinat était propre, mais froid. Les murs étaient peints en gris cendre. Il n'y avait pas de tableau, pas de couleur, à l'exception du règlement intérieur affiché bien au-dessus de la portée des enfants. Le long couloir résonnait de pas distincts. Samuel fut conduit dans une salle commune où quelques enfants lisaient des livres ou faisaient des travaux manuels. Un garçon de l'âge de Samuel leva les yeux en le voyant entrer, cheveux en désordre, joues creuses, mais des yeux vifs. « Louis !» appela Samuel, son fauteuil roulant avançant rapidement vers son ami. Louis se leva d'un bond, courut et serra Samuel dans ses bras. Tous deux se mirent à bavarder avec animation, comme s'il n'y avait pas d'adulte dans la pièce. Les autres enfants regardaient, ne disant rien, seuls leurs yeux montraient de la curiosité et une pointe de douce envie. James se tenait à distance, observant les 2 enfants parler. Il n'interrompit pas. Madame Ruth s'approcha de lui. Louis et Samuel partageaient un lit superposé. Louis lui donnait souvent secrètement du pain les jours où il avait de la fièvre. Y a-t-il un médecin réside ici? Nous n'avons que des médicaments de base. Un médecin passe toutes les 2 semaines. James hocha la tête, prenant une note mentale. Pas d'objection, pas de commentaire. Ce soir-là, James resta à l'orphelinat à la demande de Samuel. Il mangea avec les enfants un repas simple, soupe de maïs et pain grillé dur. Il ne se plaignit pas, il mangea simplement en silence, écoutant. Après le dîner, les enfants se rassemblèrent dans la salle commune. Samuel roula son fauteuil roulant au centre, disant quelque chose à Louis. Louis hocha la tête, puis chuchota à chaque enfant. Ils formèrent rapidement un cercle. Puis, sans crier gare,
les enfants se mirent à chanter une chanson qu'aucun adulte ne reconnut. La mélodie était simple, les paroles unies, clairement une berceuse que la mère de Samuel lui avait peut-être apprise. Sur le long chemin, main dans la main, nous marchons pour toujours, là où les lumières brillent. Ne crains pas la nuit, ne crains pas le vent, car il y a toujours quelqu'un pour nous tenir au chaud. Aucun des enfants ne chantait fort, mais chaque phrase, chaque note était claire, chaque rythme parfaitement aligné. Aucun ne regardait les visages des adultes. Ils se regardaient simplement, souriaient, hochaient la tête et continuaient à chanter. James était immobile. Il était assis dans un coin, les bras croisés sur sa poitrine. La chanson n'était pas longue, mais son écho persista en lui, comme si quelqu'un avait doucement tapé sur une vieille fissure dans son cœur. À la tombée de la nuit, James demanda à rester dans une petite chambre au 2e étage. Avant de dormir, il s'assit à un bureau en bois, sortant un carnet en cuir délavé. La poussière sur la couverture montrait qu'il ne l'avait jamais utilisé. Il ouvrit la première page, sa main tenant le stylo suspendu un long moment. Puis il écrivit, chaque trait clair, sans fioriture, sans hésitation. Si je pouvais retourner au jour de mes 10 ans, quelqu'un se tiendrait-il à mes côtés comme je le fais pour ce garçon aujourd'hui? J'ai rêvé d'être sauvé, mais je n'ai jamais pensé que je serais celui qui sauverait quelqu'un d'autre. Sous la faible lumière jaune de la lampe de bureau, James ferma le carnet, s'adossant à sa chaise. Il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite, mais il savait qu'à partir de cette nuit, il n'était plus un observateur. Il était entré dans la vie de ses enfants, et il ne partirait pas de sitôt. Le premier matin de la semaine, le ciel d'Asheville s'éclaircit après de nombreux jours froids et gris. La nouvelle se répandit rapidement dans les journaux locaux et sur les panneaux électroniques de la gare. Le groupe Whitmore confirmait l'acquisition de l'ensemble de la ligne ferroviaire du Sud. James ne tint pas de conférence de presse, il ne fit pas de grande apparition. Juste un bref communiqué de presse accompagné de sa signature personnelle et d'une seule ligne. Cette ligne de chemin de fer sera revitalisée, du personnel au service. L'équité est une norme obligatoire, pas une option. L'événement secoua Asheville. La gare longtemps oubliée devint soudainement un point chaud. Les résidents affluèrent pour se renseigner, et la presse envoya un barrage de mai sur le plan de réforme. Mais les réactions ne furent pas toutes positives. Carl, qui venait d'être temporairement suspendu, organisa des réunions clandestines avec quelques managers de longue date. Ils répandirent des rumeurs, James Whitmore est fou. Il va donner des billets gratuits aux orphelins et aux sans-abri. La gare va devenir une décharge. N'a-t-il pas vendu cette ligne pour se dérober à ses responsabilités? Pourquoi revient-il maintenant? La charité sur le dos de l'industrie des transports est le meilleur moyen de la ruiner. Ces mots n'apparurent pas seulement dans les cafés du centre-ville, mais se propagèrent également dans des articles de presse anonymes sous forme d'opinions d'experts anonymes. James savait tout. Frank, son avocat, lui fournissait tous les articles de presse et les enregistrements. Mais James ne réagit pas immédiatement. Il passa du temps à examiner l'ensemble du contrat d'acquisition, tout en menant un audit interne complet, en silence et sans préavis. Quelques jours plus tard, James envoya des invitations aux membres du Conseil régional des chemins de fer, demandant une réunion privée à Asheville. Auparavant, de telles réunions se tenaient toujours dans les grandes villes, mais cette fois, il voulait que tout le monde s'assoie là où se trouvait ce qui était autrefois considéré comme un problème mineur. Pendant ce temps, Samuel et Louis furent autorisés à manquer l'école pour une journée. James les ramena tous les deux à la gare d'Asheville. Le garçon était assis dans son fauteuil roulant, agrippant son vieux sac à dos, tandis que Louis poussait le fauteuil. Ils s'arrêtèrent tous les deux devant la grande baille vitrée orientée au sud, là où, 3 semaines plus tôt, Samuel avait été renversé. Les passants regardaient les deux garçons. Personne ne les chassa, personne ne tourna le dos. Une femme sourit même, se penchant pour demander à Samuel, « Veux-tu voir le train? Je peux t'emmener plus près des voies. » Samuel regarda James. Il hocha légèrement la tête. Le garçon acquiesça. Dans la salle de réunion de la gare, 6 hommes en costume étaient assis autour d'une table ronde. Carl était également présent, habillé avec soin, les cheveux gominés. À ses côtés se trouvait son avocat et un représentant des médias du conseil régional. James entra, salua chaque personne, mais ne serra aucune main. Il ne s'assit pas en bout de table, mais près de la fenêtre, en face d'un grand tableau d'affichage. « Merci d'être venu. J'irai droit au but. » Il ouvrit un enregistreur vocal posé sur la table et appuya sur lecture. La voix de Carl retentit, sans distorsion, sans montage. Une conversation claire de la salle du personnel la nuit précédente. La pièce entière tomba dans le silence. «
Ensuite, la voix de Samuel quand il avait été poussé. Je veux juste voir mon frère, je n'ai pas d'argent. Un sanglot étouffé. Le bruit de la porte de la gare claquant. Le visage de Karl devint pâle. On m'a enregistré en secret. C'est illégal. James ne le regarda pas. Il s'adressa à tout le monde. Je n'ai besoin de personne ici pour croire que je suis une bonne personne. Mais je veux que vous entendiez clairement. C'est le système que nous protégeons. Un système qui rejette les plus vulnérables, puis les qualifie de problèmes. Je ne veux pas faire de grandes déclarations. Je veux juste des actions concrètes. Il se tourna vers le personnel des médias. À partir du mois prochain, j'exige une transparence totale dans le processus de traitement des plaintes des passagers. Tout le personnel accusé de discrimination sera réenquêté à partir de zéro. Et je propose que Karl soit définitivement renvoyé. Sinon, je poursuivrai par d'autres voies, et personne ne veut voir cela se produire devant la presse. Karl bondit sur ses pieds. Vous n'avez pas le droit de ruiner toute ma carrière à cause d'un gamin. James le regarda, non pas en colère, mais clairement. Pas à cause d'un enfant, mais à cause de chaque enfant qui a été traité comme un déchet à l'endroit même que vous appelez votre travail. Karl frappa la table de la main, puis sortit. La porte s'ouvrit violemment, heurtant le mur. Mais dehors, 2 photojournalistes attendaient, capturant tout le moment. En fin d'après-midi, James retourna à l'hôtel après la réunion tendue. Samuel et Louis étaient toujours à la gare avec quelques personnes de l'orphelinat. James voulait laisser les 2 garçons rester un peu plus longtemps. Il avait besoin d'être seul, de réfléchir. La réception lui tendit un paquet, enveloppé dans du vieux papier brun, sans nom d'expéditeur. Juste quelques mots griffonnés à l'encre noire, livraison urgente pour Monsieur James Whitmore, chambre 204. James ouvrit le paquet une fois dans sa chambre. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie au coin déchiré, au bord délavé et flou. Il regarda de plus près. La photo avait été prise un matin sombre sur les lieux d'un accident. Sur l'image, 2 corps gisaient à côté d'un wagon de train déraillé, un homme et une femme, probablement les parents de Samuel. À côté d'eux se trouvait un petit garçon, tenant encore un mouchoir, son visage déformé par la peur. Et derrière lui, un adulte le portait, vêtu d'un long manteau et d'un casque de chantier. James se figea. Il rapprocha la photo, la tournant vers la droite pour voir clairement le visage de l'homme. Son visage était de profil, mais l'arête de son nez, la ligne de sa mâchoire, et même sa posture était d'une familiarité glaçante. C'était lui. Il y a 3 ans, James était le directeur de la construction du Sud. Après l'accident, il était sur les lieux, suivant le protocole d'inspection post-incident. Dans son vague souvenir, il se rappelait seulement avoir vu un enfant être emmené en ambulance, mais il n'avait jamais pensé que c'était lui qui avait éloigné le garçon de ses parents. Au dos de la photo, il y avait un message manuscrit à l'encre bleue tachée. Si vous avez une conscience, ne vous contentez pas de l'aider. Réparez. Pas de signature. James plia la photo. Une sensation de froid lui parcourut l'échine. Pas de peur, mais parce que cette vérité, bien que non dite, avait toujours été là, attendant tranquillement qu'il s'en souvienne. Il se leva, enfila son manteau et se dirigea vers la gare où Samuel était assis dans son fauteuil roulant avec Louis, tous 2 jouant aux devinettes. Samuel, appela doucement James. Le garçon se tourna en souriant. Louis comprit et se retira pour laisser les 2 parler en privé. James s'assit sur le banc à côté de lui, posant une main sur les genoux du garçon, ne disant rien pendant un moment. « Te souviens-tu de quelque chose à propos de l'accident de tes parents » demanda-t-il lentement. Samuel fronça les sourcils, un regard fugace de peur traversant ses yeux. « Je me souviens de quelqu'un qui criait, le train s'est arrêté brusquement, ma mère m'a serré fort, et puis des lumières, des sirènes d'ambulance, et quelqu'un m'a emporté. Je n'ai pas vu son visage. » James hocha la tête, son regard fixé sur l'espace vide devant lui. « Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais veut maintenant faire le bien, lui ferais-tu confiance » Samuel hésita. « Ça dépend. L'ont-ils fait exprès ou parce qu'ils ne savaient pas » Parce qu'ils ne savaient pas. Mais une fois qu'ils savent, ils ne se détournent pas. Samuel le regarda un long moment, puis hocha la tête. « Alors je leur fais confiance. » James serra les lèvres, sa main agrippant légèrement le bras du banc, non pas pour retenir ses larmes, mais pour se maintenir stable dans un moment trop réel, une réalité qu'il n'avait plus l'habitude de ressentir depuis longtemps. « Merci. » Le garçon sourit, un sourire sans doute, sans exigence, sans raison. Cette nuit-là, en rentrant à l'hôtel, James sortit la photo de sa poche et la pressa dans son carnet.
entre les pages qu'il avait écrites la veille. En haut de la page, il ajouta une ligne, « Je ne dois pas seulement des excuses à cet enfant. Je me dois à moi-même un moment de courage. » Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, James n'alluma pas la lampe de chevet comme d'habitude. Il se tenait près de la fenêtre légèrement ouverte, regardant les lampadaires illuminer la rue humide. Le vent tardif portait l'odeur de l'herbe écrasée et de la fumée de bois des toits lointains. Ce garçon, demain, il ferait face à une autre séparation, son petit frère. Et James savait qu'il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Plus aucun enfant ne pouvait être arraché à ses proches juste à cause d'une procédure. Personne d'autre ne devrait avoir à se tenir seul au bord des rails. Le lendemain, Samuel ne mentionna pas la nuit précédente, mais James savait que quelque chose s'était construit entre eux, non pas par des promesses, mais par une reconnaissance silencieuse. Un nouveau lien, plus fort que n'importe quel contrat qu'il ait jamais signé. James prenait son café dans sa chambre d'hôtel quand son téléphone vibra doucement. Frank envoya un message avec une pièce jointe. L'orphelinat Sinclair confirme qu'Ellie, le frère biologique de Samuel, sera transféré au Missouri lundi prochain pour préparer son adoption. Les papiers ont été signés. James lut la notification encore et encore, puis se leva brusquement. Il ne demanda l'avis de personne. En 10 minutes, il était au bureau juridique des services sociaux, au bout de la rue. « Je veux suspendre temporairement le transfert de cet enfant, dit-il, la voix calme mais ferme. » « Vous n'avez aucun droit d'interférer, répondit le représentant. Ellie est invalide pour l'adoption, et la famille adoptive attend depuis plus de 8 mois. Je ne m'oppose pas à l'adoption. Je demande juste plus de temps pour examiner la tutelle. L'homme derrière le bureau leva les yeux, regardant directement James pour la première fois. Êtes-vous un parent? Non, répondit James sans hésitation, mais je suis le tuteur temporaire de Samuel, le frère biologique d'Ellie. Malheureusement, la loi ne considère pas la tutelle par des relations sociales sans lien de sang. Vous n'avez aucun droit de demander la suspension de l'adoption du frère de ce garçon. James resta assis en silence, fixant le mur derrière l'homme. Puis il retourna à l'hôtel et appela Samuel sur le balcon. Le garçon pliait du papier, fabriquant un petit bateau avec une serviette. Dès qu'il vit James, Samuel demanda « Avez-vous déjà trouvé Ellie ?» James raconta lentement toute la situation. Que son frère était préparé pour le transfert, qu'il avait essayé d'intervenir mais avait été refusé faute de lien de sang. Samuel resta silencieux, sa main écrasant le bateau en papier. « Merci de m'aider, monsieur James. Vous en avez fait assez. Maintenant, je vais trouver mon frère moi-même. » James s'apprêtait à répondre, mais Samuel continua, « Je sais que vous faites beaucoup de bonnes choses, mais je sais aussi que vous le faites parce que vous vous sentez coupable, pas pour moi. » Les mots furent comme un poignard. James se crispa, les mains sur la balustrade du balcon, regardant au loin. Puis il se retourna, élevant la voix pour la première fois depuis le début des événements. « Penses-tu que je veux te prendre en pitié? Je ne veux juste pas répéter l'erreur d'avoir un jour tourné le dos en silence. Je n'ai pas pu sauver tes parents, mais je peux encore vous sauver, toi et Ellie. Mais je ne peux pas le faire seul. » Samuel fixa James avec étonnement, le voyant pour la première fois ni calme, ni doux. Si tu penses que je fais ça juste pour me pardonner, alors tu as raison. Mais cela ne le rend pas mauvais. Personne ne dit plus rien. Cette nuit-là, James ne put dormir. Ses propres mots, forts, durs, résonnaient dans sa tête, un battement à la fois. Il savait qu'il n'aurait pas dû perdre son sang-froid. Samuel n'était pas celui qui méritait sa colère. Il n'était qu'un enfant, essayant de s'accrocher à la seule chose qui lui restait, un peu de confiance. Vers minuit, James enfila sa robe de chambre et se dirigea vers la porte de la chambre de Samuel. Il frappa doucement. Pas de réponse. Il ouvrit la porte. La chambre était sombre, la lampe de chevet éteinte. La fenêtre était entr'ouverte, laissant entrer le vent froid qui faisait onduler les fins rideaux. La pièce était si silencieuse que le bourdonnement régulier du chauffage était clairement audible. Le lit était vide. James alluma la lumière. Samuel n'était nulle part. Le placard était grand ouvert. Le manteau épais et le sac à dos déchiré qu'il portait toujours avaient disparu. Sur la table se trouvait une note manuscrite au crayon, les lettres inégales, comme si elles avaient été écrites dans le noir ou à la hâte, « Je ne veux pas être un fardeau. Ne me cherchez pas. » James se figea. Son cœur manqua un battement. Un instant, il ne put plus respirer. Le papier tremblait dans sa main, non pas à cause du vent, mais parce que lui-même tremblait. Il se précipita hors de la chambre en criant « Samuel! Samuel !»
Personne ne répondit. James courut immédiatement à la réception, prit le téléphone pour appeler le standard, puis la police, puis Frank. Personne n'avait vu Samuel sortir par l'entrée principale. Mais un membre du personnel de nettoyage dit avoir vu le garçon se diriger vers la gare environ 1 heure plus tôt. James conduisit à travers la nuit. Il y avait un léger brouillard. Les lampadaires éclairaient la route humide et scintillante. Il conduisit lentement dans chaque coin de rue, chaque ruelle étroite. Près de minuit, il arrêta la voiture en voyant un vieil entrepôt près de la gare, un endroit abandonné depuis des années. La porte était entr'ouverte. James éteignit les phares de la voiture et entra. Samuel était blotti dans un coin, serrant ses genoux. Son manteau fin ne suffisait pas à le garder au chaud. Ses yeux n'étaient pas rouges, mais son regard était vide. James ne dit rien. Il entra lentement dans l'entrepôt, ses pieds foulant le sol en ciment froid, mêlé à l'odeur de moisi du vieux bois et du temps. Dans le coin le plus sombre de la pièce, Samuel était assis, recroquevillé, les genoux contre sa poitrine, son manteau glissé de ses épaules. Il ne leva pas les yeux en entendant des bruits de pas. Il se recula juste légèrement, comme s'il attendait qu'on le traîne au loin ou qu'on le gronde. James s'approcha, s'agenouilla. Sans un mot, il tendit la main, touchant doucement l'épaule du garçon. Samuel tressaillit, tournant ses yeux rouges mais secs, sans plus de larmes à verser. Ce regard n'était plus en colère, seulement plein d'épuisement et de résignation, comme si le garçon avait cessé de croire qu'il avait le droit de rester. James ne demanda rien, ne blâma rien, n'appela pas son nom. Il se contenta d'ouvrir les bras, en silence. Samuel le regarda quelques secondes, pas longtemps, mais assez pour que ce cœur fragile réalise ce dont il n'avait jamais été sûr, que s'il avançait, il ne serait pas laissé pour compte. Il se redressa, hésita un peu, puis, comme une branche brisée par un vent du nord, il se détendit, s'abandonnant lentement dans l'étreinte de James. Sa tête reposait sur sa poitrine, comme une habitude qu'il n'avait jamais eue et pourtant étrangement naturelle. James tenait le garçon juste assez fort, sa main posée sur son dos, ne le tapotant pas, le tenant simplement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Il ne savait pas si c'était sa respiration ou sa retenue. Aucun ne dit rien. Pas besoin d'excuses, pas besoin de promesses. Juste la présence de quelqu'un au moment où l'on en a le plus besoin. Toujours là, non par devoir, non par dette, mais par amour. Qui, lorsqu'il est assez fort, n'a besoin d'aucune condition pour rester aux côtés de quelqu'un. Quand ils quittèrent l'entrepôt, James ramena Samuel à l'hôtel. Il savait clairement que pour garder Ellie, il devrait entrer dans une véritable bataille juridique. Mais à ce moment, le plus important n'était pas la paperasse, c'était de faire en sorte que Samuel croie à nouveau en lui. Parce que parfois, la place la plus précieuse au monde n'est pas dans un train, c'est à côté de la personne qui ne vous abandonne pas. Samuel s'endormit dès qu'il s'allongea sur le canapé de la chambre d'hôtel. Il était épuisé. James resta assis dans le fauteuil à côté de lui, sans partir. Il éteignit la lumière principale, ne laissant que la lampe de bureau allumée, juste assez pour éclairer la fine couverture qui recouvrait le garçon. James regarda l'enfant dormir, paisible mais fragile, comme un morceau de papier plié trop de fois. Sur le bureau, le dossier d'Ellie était toujours ouvert. Les termes, les dates, les noms d'avocats, les sceaux, tout cela était des obstacles. Mais James savait qu'il y avait une chose qui ne figurait pas dans les documents, le sens d'être avec les siens. Il prit un stylo et écrivit sur un bloc-notes, « L'action est la seule façon pour une promesse d'avoir de la valeur. » Il prit le téléphone. « Frank, dit-il, je veux déposer un recours pour suspendre temporairement les droits d'adoption d'Ellie. »« James, votre dossier n'a aucun lien de sang. »« Peu importe. Je suis le tuteur légal du frère biologique du garçon. J'ai le droit de demander une audience supplémentaire. Ouvrez le dossier en vertu de la loi sur les relations de dépendance élargie, section 46B. » Frank resta silencieux quelques secondes, puis répondit « D'accord, mais ce sera très difficile. Ils ont déjà une famille adoptive approuvée qui attend. Plus c'est difficile, plus il est important de le faire correctement. » Au cours des 3 jours suivants, James et Frank travaillèrent presque sans interruption, rassemblant des documents, des témoignages de l'orphelinat Sinclair, vérifiant le lien entre les 2 frères et soumettant un rapport sur les conditions de vie du nouveau pensionnat que James était en train de construire. Ils demandèrent une audience d'urgence au tribunal pour mineurs, et James rencontra personnellement la juge du district voisin. Samuel ne connaissait pas tous les développements. James ne voulait pas lui donner plus d'espoir pour ensuite être déçu. L'audience était privée, sans presse.
James se tint seul devant la juge aux cheveux argentés et aux lunettes perchées sur le nez. Elle écouta l'affaire en entier, puis posa une question. Pensez-vous pouvoir élever 2 enfants orphelins et traumatisés, sans lien de sang, dans un environnement que vous êtes vous-même encore en train de construire? James répondit sans hésitation, je ne le pense pas, je le sais. Parce que la seule chose dont ces 2 enfants ont besoin, c'est de ne plus être séparés. 2 jours plus tard, un document fut envoyé, la garde temporaire d'Ellie Cooper est transférée à Monsieur James Whitmore pour une période de 6 mois pour surveillance et évaluation du cadre de vie, avant que les droits d'adoption officiels ne soient accordés. James ne dit rien en tenant le papier. Il le plia simplement, le mit dans sa poche, puis sortit directement dans la cour où Samuel apprenait à Ellie à écrire son nom dans le sable. Ellie ne va nulle part, dit-il. Samuel leva les yeux. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, un hochement de tête silencieux que James se rappellerait toute sa vie. Les papiers officiels furent signés fin mars, après près de 4 semaines de travail intense entre James et les représentants de l'Agence de protection de l'enfance. L'adoption de Samuel par James fut approuvée en premier. Celle d'Ellie un peu plus tard, car il était encore en cours d'examen par une autre famille adoptive. Mais après que James eut clairement présenté le lien fort entre les 2 frères, ainsi que l'histoire de l'accident des années auparavant, le conseil d'examen accepta. Un vieux juge à l'audience déclara « Je n'ai jamais vu un cas d'adoption qui parlait si peu d'amour, mais qui en était si plein de preuves. » Lorsque le certificat fut posé sur la table, Samuel ne pleura pas. Il se tourna simplement vers James et dit doucement « Maintenant, vous n'avez plus à le faire par culpabilité. Nous sommes une famille, maintenant. » James serra doucement la main du garçon. Rien à ajouter. Le train partit à l'aube. Asheville dormait encore, les portes des magasins n'étaient pas ouvertes. Seul un agent de la gare montait la garde dans le hall, les saluant d'un hochement de tête silencieux. Une semaine plus tard, la gare d'Asheville avait un nouveau visage. Les vieilles affiches avaient été enlevées, les bancs en bois pour y remplacer par des rangées de sièges en métal peints en bleu. Les portes vitrées avaient été nettoyées et de nouveaux panneaux avec de grandes lettres faciles à lire avaient été accrochés. Mais ce qui attirait les gens n'était pas seulement la peinture fraîche. C'était la nouvelle qui se répandait dans toute la ville. James Whitmore tiendrait une conférence de presse en plein cœur de la gare centrale. Pas dans une salle privée, pas en coulisses. Juste devant la gare où un enfant avait été autrefois chassé comme un mendiant. Le soleil était doux, le vent juste assez fort pour faire flotter doucement les petits drapeaux suspendus de chaque côté de la gare. Une rangée de chaises avait été temporairement installée au milieu de la place, avec un microphone, un podium et des sièges séparés pour les invités. Les participants n'étaient pas seulement la presse ou les responsables du gouvernement local. Dans la foule se trouvaient des visages que beaucoup ne s'attendaient pas à voir, des enfants de l'orphelinat Saint-Clair, des personnes âgées vivant de la sécurité sociale, des ouvriers de la périphérie et des passagers qui s'étaient vus refuser des billets. Ils n'étaient pas venus pour des nouvelles sensationnelles, mais juste pour voir si quelqu'un avait vraiment fait quelque chose pour eux, des gens qui n'avaient jamais eu de voix. James monta sur le podium. Pas de papier, pas de secrétaire tenant des fiches. Il se tenait simplement droit, la main agrippant légèrement le podium, les yeux fixés sur tout le monde. Il y a 30 ans, j'étais un orphelin. Sans billets, sans personne pour m'attendre. J'ai été poussé du quai comme si j'étais un déchet. Je ne blâme personne, mais je me souviens clairement du sentiment d'être laissé pour compte. Il baissa les yeux vers Samuel, assis au premier rang entre Louis et Ellie. Récemment, on m'a rappelé qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas défaire du passé, mais que nous pouvons changer la direction du prochain train. Il leva la main, désignant un panneau recouvert d'un tissu, tenu à l'arrière. Aujourd'hui, j'annonce la création du Fonds du petit passager. Désormais, chaque enfant orphelin, handicapé ou sans abri a le droit de voyager en train gratuitement, avec une assistance spéciale. Quelques applaudissements épars, puis de plus en plus, jusqu'à ce que toute la gare résonne d'applaudissements, comme une pluie. James leva une main pour le silence, puis continua. Je confirme également que M. Carl, qui travaillait autrefois à cette gare, sera officiellement poursuivi pour comportement discriminatoire et violence incompatible avec les normes de l'industrie des transports. Personne n'a le droit de décider qui mérite une place dans le voyage et qui ne le mérite pas. Après le discours, James invita Samuel sur le podium. Le garçon hésita, puis roula son fauteuil roulant jusqu'au centre de la place. James baissa le microphone à sa hauteur. Samuel regarda la foule. Il n'avait pas de discours préparé. Il parla simplement doucement, mais assez fort pour que tout le monde entende. Je ne sais pas trop quoi dire,
c'est juste que, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de ne pas être laissé pour compte. » Toute la gare était silencieuse. Un beau silence. Une femme âgée au fond de la rangée s'essuya les yeux avec un mouchoir. Puis les applaudissements reprirent, lentement, sans fanfare, sans orchestration. Quand Samuel retourna à sa place, James se dirigea vers le panneau recouvert de tissu blanc à côté du bâtiment de la gare. Il tira doucement le tissu vers le bas. En dessous se trouvait une nouvelle plaque de bronze étincelante, brillant vivement sous le soleil, avec de grandes lettres gravées, chacun a sa place dans CE Voyage. En dessous se trouvait le symbole d'un wagon de train, mais pas seulement avec des adultes. Il y avait aussi de petites figures en relief d'enfants, de personnes handicapées et de personnes âgées se tenant la main.